Nous étions ici pour réfléchir à la collaboration qui était pour les uns une source de difficulté au niveau du recrutement pour les collaborants, difficulté et insatisfaction pour les collaborateurs, pour les autres. Et puis, dans l'autre versant, nous avions les satisfaits, les épanouis, ceux qui progressent, ceux qui se réjouissent de que notre profession ouvre cette voie bien spécifique d'entrée justement ou de vie de ce beau métier. Alors, la collaboration, ça se vit, ça se pense. Et nous avons tout d'abord souhaité, avec la commission prospective et innovation, intervenir ce matin et faire intervenir Jérémy Pelletier, qui est le co-directeur de la Fondation Jean Jaurès et qui est rédacteur de 2 notes sur le baromètre des jeunes et de l'entreprise et une autre note intitulée « Grande fatigue, épidémie de flemme », c'est-à-dire évoquer le contexte sociétal général dans lequel nous nous trouvons avec les autres. Puis Charles-Édouard Pelletier, qui est le président de la commission collaboration au sein du Conseil national des barreaux, confrontera cette vision générale avec nos spécificités professionnelles actuelles. Delphine Galin, ancienne présidente de l'ACE, ancienne membre du Conseil national des barreaux et avocate toujours à Marseille, nous fera part de son expérience professionnelle parce que ce sont aujourd'hui des solutions et des perspectives concrètes que nous voulons offrir à vos cabinets. Et ceci sera repensé, réactualisé, réactivé par notre confrère Grégoire Niango, qui est membre du Conseil national des barreaux, président du CREA, et avocat à Nancy. Je ne me suis pas présentée, je termine rapidement là-dessus. Je suis Sophie Ferry, présidente de la commission prospective et innovation au Conseil national des barreaux et avocate à Nancy. Charles-Édouard, est-ce que tu veux faire ta partie? Et puis on change un peu l'ordre et on évoquera ensuite le contexte sociétal. Allez, on va changer l'ordre. Est-ce que tu m'entends pour toi, Sophie? Très bien. J'ai eu moi-même des problèmes techniques. J'étais à l'envers. Comme certains m'ont fait remarquer, je suis, j'espère, à l'endroit. En tout cas, dans mon retour, je suis à l'endroit. Je suis Charles-Édouard Pelletier, je suis avocat à Strasbourg. Je suis président de la commission collaboration. Et évidemment, il était nécessaire que notre commission soit représentée ce matin, étant précisé que Grégoire Niango est également membre de la commission collaboration. Et donc, de fait, après ces propos introductifs, nous ouvrirons et nous fermerons les propos de ce matin sur la collaboration. Alors, que le titre ne soit pas trompeur de cette matinale, la commission collaboration, bien sûr, prospecte très régulièrement et le CNB est agile et il fait évoluer la collaboration très régulièrement sous l'impulsion des syndicats, de ses membres et de toute la profession. Sophie, tu as voulu qu'on intervienne sur le fait d'attirer et fidéliser, disais-tu dans le titre, les talents et de voir si on pouvait repenser la collaboration. En réalité, pendant des années, il n'y a qu'une petite partie de la profession qui s'est intéressée à repenser ou à penser la collaboration parce que les cabinets n'avaient aucun problème à recruter des collaborateurs. On avait sur simple annonce des candidats et les choses se passaient comme ça s'est toujours passé. Il a fallu en fait attendre notre crise actuelle de la collaboration pour que la profession s'y intéresse un peu plus. C'est très intéressant et du coup, quelque part, je m'en réjouis parce que ça permet à nous tous d'y réfléchir ensemble. En réalité, la question de la collaboration, en ce moment, elle passionne parce qu'à chaque fois, et ça a été à de nombreuses reprises au cours de notre mandature, qu'on évoque la collaboration à la tribune du CNB, ça enflamme l'assistance, tout le monde intervient, et en fait, ça renvoie toujours à sa propre expérience. C'est assez révélateur de voir que les membres de notre profession, quand on parle de collaboration, on parle toujours d'eux, parle toujours de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont vécu, sans forcément se dire que nos règles sont claires, elles évoluent, elles s'adaptent. Mon objectif ce matin, c'est un petit peu de parler de ces règles et de voir comment elles se sont déjà en grande partie adaptées à la situation. La réalité des difficultés de la collaboration, c'est, dont on parlait tout à l'heure Sophie, la difficulté des recrutements en réalité. Mais cette difficulté, il faut peut-être la voir de manière plus large sur une difficulté qui est liée à l'ensemble de la profession. Et il y a des chiffres assez impressionnants qu'il faut rappeler régulièrement. Par exemple, un chiffre, il y a 20% des élèves avocats qui ne deviennent pas avocats. C'est-à-dire qu'il y a 20%
des gens qui sont dans les écoles régionales d'avocats qui ne vont pas rentrer dans la profession. Il y a l'autre chiffre qu'on connaît tous, c'est 30% de la profession qui la quitte dans les 7 premières années. Et puis, on a un effet actuel qui est le fait que beaucoup de jeunes confrères s'installent directement. En fait, c'est pas qu'une difficulté de la collaboration, mais c'est une difficulté de toute la profession. Et ça coïncide avec tout ce que nous disent les sociologues, les journalistes, tous les articles qui sont sortis. L'état d'esprit de la génération Z qui arrive perturbe nos acquis, nos certitudes. Ça remet en cause vraiment tous nos préjugés. Moi, j'utilise un terme assez souvent, c'est que dans notre profession, il faut constater la fin de la dimension sacrificielle de l'exercice de notre métier. On a tous connu, en réalité, et la plupart des gens qui vont participer à la réunion aujourd'hui ont connu la collaboration comme un moment véritablement de sacrifice. C'est-à-dire qu'il fallait tout arrêter. Il fallait travailler le soir et le week-end. Il fallait remettre en question sa vie privée, en réalité, Alors, au bénéfice du cabinet. ça me donne l'occasion de te couper, pardon Charles-Édouard, parce que Jérémy Pelletier doit nous quitter à 9h50. Et tu parles de quitter la profession. Je crois que ça va nous permettre de rebondir sur les notes qu'il avait faites. Je voulais justement le citer et faire un lien, parce que j'ai vu qu'il s'était reconnecté. Je voulais faire un lien sur la fin de la dimension sacrificielle, parce que le titre des 2 pages qui ont été consacrées dans le journal Franc-Tireur il y a quelques semaines, dans lequel Jérémy Pelletier a été interviewé, c'était « Travailler, c'est trop dur ». Et je trouvais que c'était un lien tout trouvé. Donc Sophie, j'étais sur le point, évidemment, de lui céder la parole, parce que je connais ses impératifs horaires. Merci. Pardon, j'ai l'impression de vous couper en plein dans votre élan. Désolé. On a l'habitude avec les magistrats, vous inquiétez pas. Ah ouais, non, je suis vraiment navré des problèmes techniques. J'ai changé d'outil du coup. Bon, merci beaucoup Sophie pour l'invitation. Merci beaucoup à vous pour m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses évidemment qui font écho à ce qu'a dit Charles-Édouard à l'instant. Donc, c'est intéressant et je pense que même dans ce sens-là, c'est pas si grave en effet d'intervenir dans la foulée de Charles-Édouard. Ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, et j'essaierai de ne pas être très long, mais effectivement, Sophie l'a rappelé, on a mené un certain nombre de travaux sur la question du travail et notamment des focus, des zooms un peu plus particuliers sur la question jeune et sur le cas très spécifique des jeunes générations et de ce qu'on appelle peut-être leur nouveau rapport au travail, notamment depuis la crise sanitaire. Et ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, c'est quand on parle de travail, de rapport au travail, c'est qu'évidemment le travail c'est pas une entité séparée du reste de la société, c'est pas une entité qui est séparée du reste et qui est isolée du reste des phénomènes, je dirais, qui touchent la société d'une façon générale. Donc peut-être démarrer là-dessus, il faut avoir en tête que quand on parle de travail, il faut prendre en compte le fond de décor un peu dans lequel on s'inscrit. Et le fond de décor dans lequel on s'inscrit, c'est une population d'une façon générale plus fatiguée, plus éreintée, plus épuisée qu'elle ne l'était avant la crise sanitaire. Et c'est encore plus vrai chez la jeune génération. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que à l'issue de la crise sanitaire, quand vous demandiez aux gens d'une façon générale, et pas que les jeunes, quel était le terme qui caractérisait le mieux leur état d'esprit, quel était le terme qui caractérisait le mieux leur façon de se penser, leur façon de se positionner dans la société. Classiquement, quand vous posez ce type de questions en France, les termes qui arrivent en tête, c'est nervosité, angoisse, colère, etc., etc. Et à l'issue de la crise sanitaire, le terme qui est venu en tête pour qualifier l'état d'esprit des gens, en tout cas que les gens citaient beaucoup, c'était le terme de fatigue. Et en effet, c'était la première fois que nous, dans nos enquêtes, on voyait que les gens se qualifiaient d'abord et avant tout comme étant fatigués, beaucoup plus que nerveux, angoissés ou que sais-je encore. Et qu'en effet, le terme de fatigue, c'était le terme qui caractérisait voilà, je dirais la carte un peu mentale, la carte psychologique et la carte d'état d'esprit des Françaises et des Français en sortie de crise. Et on peut en gros établir entre 30 à 40% des Français qui seraient touchés effectivement par cette fatigue. Et c'est évidemment d'autant plus vrai quand on s'intéresse spécifiquement à la jeune génération. Et effectivement, quand on parle de fatigue,
on peut aussi en tout cas interpréter cette fatigue comme aussi une forme de dépression, comme une forme aussi d'angoisse un peu généralisée, notamment chez la jeune génération. Et évidemment, cette fatigue, elle ne date pas de rien, en tout cas, elle ne découle pas de rien. C'est la conséquence, en tout cas, à notre avis, d'une multiplicité de crises, notamment depuis 2015. Quand vous enchaînez depuis 2015, évidemment, les attentats, d'une part, une crise sociale déjà en 2018 avec une réforme des retraites déjà en 2018. Vous enchaînez avec la crise sanitaire, avec les confinements, vous enchaînez ensuite avec la guerre en Ukraine et évidemment, en fond de décor permanent, vous avez aussi la crise climatique. Cette multiplicité de crises-là impacte à un moment donné le corps social, comme si finalement une succession de maladies impactait le corps d'un individu. Et évidemment, les jeunes sont davantage, en effet, touchés que le reste de la population sur ce phénomène de fatigue et de perte de motivation lié aussi à cette multiplicité de crises. Et je ne sais pas si vous avez vu tout récemment, il y a des chiffres assez alarmants que publie régulièrement Santé publique France sur l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques, l'augmentation de consommation d'antidépresseurs, notamment chez la jeune génération. Et qu'en effet, on serait aujourd'hui à un jeune sur 5 touché par des cas de dépression plus avancés que ce qu'on voyait avant la crise sanitaire. Et peut-être que le dernier élément, les remontées de terrain qu'on avait chez les infirmiers et les infirmières scolaires lors de la dernière rentrée scolaire, c'était assez alarmant. En gros, les infirmières et les infirmières scolaires vous disaient qu'elles étaient face à une jeune génération en proie à des crises d'angoisse, en proie à des crises d'anxiété et en fait en proie à une forme de ce qu'on pourrait appeler des crises d'agoraphobie, difficulté à retrouver une part d'altérité, chose qui était absolument nouveau par rapport à l'avant-crise sanitaire. Et je dis ça en fond un peu de décor parce qu'évidemment, je dirais le rapport au travail, la façon dont on pense au travail, par définition, c'est aussi une des conséquences de cet état d'esprit, de cet état aussi d'angoisse et de difficulté à retrouver une part d'altérité dans la société dont il faut aussi tenir compte. Alors évidemment, tout ne date pas de la crise sanitaire. Le nouveau rapport au travail dont on reviendra juste après, notamment sur la dimension sacrificielle, tout ça ne date pas uniquement de la crise sanitaire. Ce qui est important d'avoir en tête quand on s'intéresse aux jeunes d'une façon générale, c'est qu'il y a évidemment des éléments avant crise qui étaient déjà très prégnants. Et l'un des éléments très importants, c'est que, et ça on le notait à partir de 2008 et de la crise financière de 2008, c'est depuis 2008 qu'on parle de la génération de la fin des allégeances. En gros, fin des allégeances aux figures d'autorité, aux figures morales. Parmi ces figures d'autorité et ces figures morales, il y a évidemment les responsables politiques, il y a les journalistes, il y a les profs, etc., etc. Il y a les ducnats d'une façon générale, mais il y a évidemment aussi les chefs d'entreprise. Crise des allégeances, pourquoi parce qu'en gros, on est face à une jeune génération qui a été témoin des effets néfastes de la crise de 2008 chez ses parents, des effets néfastes de la crise de 2008 chez effectivement un certain nombre de proches, où en gros, du jour au lendemain, ils ont vu leurs parents ou leurs proches se faire licencier après 20 ans de bons et de loyaux services de leur entreprise. Et en gros, à partir de 2008, il y a la perte, je dirais, de croyance dans le fait que l'entreprise sera potentiellement l'alpha et l'oméga de notre protection jusqu'à la fin de notre vie. Et il y a cette perte en effet de croyance et de fidélité à l'entreprise comme étant le lieu qui pourra nous protéger en cas de crise, en cas de moments difficiles, en cas de passage compliqué, etc., etc. Et donc en effet, cette génération de la fin des allégeances, cette crise des allégeances, donc cette crise, je dirais aussi de l'acceptation d'un lien de subordination, elle date notamment depuis 2008, et c'est depuis 2008 en effet qu'on note ça. Et donc évidemment, la crise n'a fait qu'accélérer effectivement cet élément-là. Et il faut avoir en tête autre chose aussi quand on parle de la jeunesse avant notamment la crise sanitaire, c'est que bien avant la crise sanitaire, les deux termes, je dirais, qui qualifiaient le mieux la façon dont les jeunes pensent la société, la façon dont ils pensent l'époque, ces deux termes et deux notions qui sont évidemment très importantes quand on essaie de s'interroger au nouveau rapport au travail des jeunes, c'est les notions de liberté et respect. Et ça, liberté et respect, c'est deux notions effectivement qui, je dirais, structuraient un peu la façon dont les jeunes pensaient la société, la façon dont ils pensaient leur vie, la façon dont ils pensaient un certain nombre de sujets. Et c'est un peu comme si finalement vous mettiez l'intégralité des sujets d'actu
à travers ce tamis-là, liberté et respect, et vous avez à peu près la façon dont les jeunes pensent tout un tas de sujets, que ce soit les questions liées à la religion, que ce soit les questions liées à l'éducation et que ce soit évidemment les questions liées au travail. Et en effet, et ça on le voit nous très bien dans les enquêtes, et ça ce sera le troisième élément de mon intervention, liberté et respect, on le voit très bien dans les demandes et dans les attentes des jeunes aujourd'hui, notamment quant aux attentes qu'ils ont vis-à-vis de l'entreprise et quand ils ont et des attentes qu'ils ont vis-à-vis de leur patron et vis-à-vis de leur manager. En gros, quand vous leur demandez c'est quoi un manager idéal selon vous, le manager idéal, c'est le manager qui fait en sorte qu'on ait un travail autonome, qu'on ait un travail libre. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur le manager idéal, et l'élément qui revient beaucoup, c'est une notion qui revient beaucoup, c'est un manager qui reconnaît le travail bien fait. Et cette notion-là de reconnaissance, qui est évidemment à mettre en lien aussi avec ce que je disais sur le respect tout à l'heure, c'est un élément qui revient beaucoup et c'est l'élément sans doute central qu'il faut avoir en tête quand on parle des actifs d'une façon générale dans la société française et notamment quand on parle des jeunes de façon très particulière. En gros, la reconnaissance, c'est intéressant parce que quand vous comparez la situation des actifs français par rapport aux actifs européens et dans d'autres pays européens, on s'aperçoit qu'en effet, il y a une spécificité française dans le sentiment de manque de reconnaissance aujourd'hui dans le monde du travail, sentiment de manquer de reconnaissance, que ce soit à la fois symbolique d'une part et financière d'autre part. Et en gros, ce qu'on voit beaucoup, c'est que quand dans les années 90, vous demandiez aux actifs français, est-ce que vous avez le sentiment que la balance, elle est équilibrée entre ce que vous donnez au travail et ce que vous recevez du travail? En gros, vous aviez une majorité d'actifs français qui considéraient que oui, qui considéraient qu'en effet, la balance, elle est équilibrée et qu'en gros, par rapport à ce que je donne au travail, je reçois à peu près l'équivalent. Donc, pour le moment, le jeu en vaut la chandelle. Vous vous posez la même question aujourd'hui aux actifs français et là, vous avez une majorité d'actifs qui considèrent que la balance, elle est considérablement déséquilibrée et que par rapport à ce qu'ils donnent au travail, par rapport au temps passé au travail, par rapport, je dirais, à l'abnégation qu'ils donnent au travail, en gros, ce qu'ils en reçoivent n'équivaut absolument pas à ce qu'ils nous en donnent. Et donc, en effet, sentiment que la balance est considérablement déséquilibrée. Avec un autre élément qu'il faut avoir en tête, on a beaucoup parlé effectivement de grandes démissions, de démissions silencieuses, de quiet quitting. Quiet quitting, c'est en gros ne pas démissionner, mais c'est uniquement faire ce pourquoi nous sommes payés et en faire plus que le strict minimum par rapport à ce que stipule entre guillemets son contrat de travail. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous interrogez les actifs français aujourd'hui, vous avez une majorité d'actifs français entre 60 et 70% qui dit moi, dans ma vie quotidienne et dans ma vie au travail au quotidien, j'en fais beaucoup plus que ce pourquoi je suis payé. J'en fais beaucoup plus que ce pourquoi j'ai rejoint ce travail-là. Par contre, mon patron ne le reconnaît pas, mon entreprise ne reconnaît pas. Et donc là, il y a une espèce effectivement de tension entre sentiment de faire, sentiment de donner beaucoup et en gros sentiment de ne pas recevoir suffisamment, en tout cas de moins recevoir par rapport à ce qu'était la situation effectivement d'il y a 20 ou 30 ans. Et donc, en effet, on arrive à cette situation-là, et notamment depuis la crise sanitaire, où en effet, on assiste, en sus effectivement de la fatigue dont j'ai parlé au début, à une forme de prise de distance par rapport à son travail, une forme de relativisation, je dirais, de la place du travail dans la vie des individus. Ça ne veut pas dire que le travail est plus important, ça ne veut pas dire qu'effectivement que c'est une génération ou que c'est une société qui ne veut plus de travail. Ça, je m'inscris vraiment au faux par rapport à ça. Mais c'est simplement qu'il y a une relativisation, une prise de distance, je dirais, émotionnelle, charnelle par rapport à son travail. Et qu'en gros, et ce qu'on voit très bien, c'est que évidemment, c'est aussi la conséquence de ce que je dis tout à l'heure. On le voit depuis la crise, vous avez entre 30 et 40% des Français qui sont moins motivés dans leur vie au quotidien, moins motivés pour sortir de chez eux, moins motivés pour faire un certain nombre d'activités physiques et sportives, et donc aussi moins motivés pour retourner au travail, et notamment pour retourner sur le lieu de travail. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'en gros, dans les années 90, le travail, il avait une dimension identitaire, statutaire. Vous aviez 60% des actifs français dans les années 90 considéraient que le travail avait une place très importante dans leur vie, une place identitaire, statutaire, jouait un rôle très important dans leur façon de s'identifier. Vous posez la même question aujourd'hui et vous avez plus qu'à peine 20% des actifs français qui considèrent que le travail tel qu'il est, en tout cas, a une place très importante dans leur vie. Donc évidemment, c'est la conséquence de ce que je dis tout à l'heure.
fatigue, baisse de motivation et donc par définition on demande un rééquilibrage parce que finalement on a aussi moins de ressorts, je dirais moins de capacité aussi de se donner beaucoup plus au travail que ce qu'on faisait auparavant. Il y a évidemment la conséquence de la place de la société des loisirs aussi dans l'époque dans laquelle on est. Et en gros, on est passé d'une situation où c'était le travail qui structurait le hors-travail à une situation où aujourd'hui, effectivement, c'est plus le hors-travail qui structure le travail. En gros, c'était du travail que découlait l'intégralité de nos loisirs, que découlait l'intégralité de notre vie familiale ou autre. On est passé de cette situation-là à la situation inverse où maintenant, c'est du hors-travail, c'est de notre situation familiale, c'est de notre situation en matière de loisirs que l'on va définir en effet potentiellement ce qu'on veut faire dans notre vie professionnelle, là où on veut travailler, les tâches effectivement qu'on veut accomplir. Et donc, en effet, on se retrouve dans une situation où il y a une prise de distance, une relativisation de la place du travail, où en gros, il y a une demande de rééquilibrage entre ce que je donne au travail et ce que je reçois du travail. Mais cet élément-là, évidemment, et j'en terminerai là-dessus, à mon avis, c'est notamment la conséquence aussi de ce qu'est devenu le travail pour une grande partie des salariés de ce pays et notamment pour la jeune génération. Et je parlais de reconnaissance tout à l'heure, de reconnaissance des salariés et du sentiment de manquer de reconnaissance à la fois symbolique et financière. C'est aussi la question du manque de reconnaissance du travail bien fait. Et manque de reconnaissance du travail bien fait, c'est lié en fait aussi à ce qu'est devenu le travail pour une grande partie des individus. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'en 30 ans, malgré la robotique, malgré le numérique, en gros, on a triplé le nombre de salariés qui disent exercer un travail pénible. On a triplé le nombre de personnes qui disent, moi, dans ma vie professionnelle, j'exerce un travail pénible, que ce soit d'un point de vue physique ou que ce soit d'un point de vue mental ou psychologique. Et en fait, ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'en 30 ans, du fait du numérique et du fait de la robotique, en fait, ce à quoi on a assisté, c'est une intensification du travail, une intensification des cadences, une intensification du rythme du travail. Et donc, la conséquence de cette intensification, de cette accélération des cadences et donc de cette accélération du rythme-là, c'est évidemment des conséquences assez néfastes sur le travail et le sentiment qu'en gros, il est devenu de plus en plus impossible d'effectuer le travail correctement et effectivement d'avoir le sentiment d'un travail bien fait à l'issue d'une journée. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, et j'en arrête là, c'est qu'évidemment, l'impact aussi du travail, l'impact en tout cas d'un certain nombre de choses sur le travail, c'est aussi lié au processus de management voilà, qu'on a vu éclore au cours des 10, 15, 20 dernières années et qu'en gros, l'augmentation des process, l'augmentation des reporting, l'augmentation de tout un tas de façons de manager depuis 10, 15 ou 20 ans ont aussi eu comme conséquence de faire perdre, en tout cas dans la tête des salariés, une part d'intérêt par rapport à ce qu'était devenu le travail, une part d'intérêt par rapport à ce qu'était leur travail. Et je vous donne juste un exemple. J'étais très frappé lors de la crise sanitaire quand on interrogeait des infirmières d'hôpitaux publics en pleine crise sanitaire. Elles nous disaient bon, effectivement, c'est compliqué en ce moment parce qu'on a de la pression, parce que tout le monde nous regarde, parce qu'effectivement la mort plane au-dessus de nos têtes beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Mais finalement, c'est plus agréable de travailler. Alors vous leur demandiez mais pourquoi c'est plus agréable de travailler alors que vous êtes quand même sous pression? Elle vous disait bah en gros, grâce à la crise sanitaire, on a mis les administratifs en télétravail. Je dis ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie ça, mettre les administratifs en télétravail? Bah en gros, c'est les gens qui nous demandent semaine après semaine de remplir des tableaux de reporting, de remplir des tableaux Excel, de respecter un certain nombre de process qui ne correspondent pas à ce pourquoi on a décidé de faire ce travail, qui ne correspondent pas à ce pourquoi on a décidé de passer le concours d'infirmière. Ben, en effet, du jour au lendemain, ces gens ont été mis en télétravail et donc on s'est remis à faire ce pourquoi en fait on était payé, ce pourquoi on avait été formé, à savoir du soin et s'occuper des gens. Donc, je donne juste cet exemple-là parce que, à mon avis, c'est aussi au cœur du malaise au travail aujourd'hui, c'est aussi au cœur aussi de ce qu'on pouvait appeler la grande démission, la démission silencieuse et la demande de rééquilibrage par rapport à ce qu'est le travail aujourd'hui. C'est qu'en gros, je pense qu'à partir du moment où on travaille sur différents éléments, la reconnaissance d'une part, les conditions de travail d'autre part, les façons de manager enfin, et aussi un élément important, c'est les collectifs de travail dans une époque de plus en plus isolée, dans une époque qui se sent de plus en plus seule. Je pense qu'on peut retrouver
d'une façon un peu charnelle par rapport à la façon dont on exerce son travail. On peut retrouver, je pense, demain une relation intense vis-à-vis de son travail et de nouveau de la motivation par rapport à son travail. Mais ce qui est certain, c'est que le travail tel qu'il est aujourd'hui, du fait notamment aussi des conséquences de la crise sanitaire dans la réinterrogation de la vie des gens, en effet, moi, je ne vois pas comment, en effet, cette situation ne perdurerait pas si on ne travaille pas, en effet, sur les conditions de travail d'une part et les sujets liés notamment à la reconnaissance dans une société, et je le répète encore, plus fatiguée qu'elle ne l'était par le passé. Merci de cet éclairage général qui fait écho sur pas mal de problématiques de la profession. Alors, plus spécifiquement par rapport à la collaboration, Charles-Édouard, je te redonne la parole si tu veux immédiatement profiter de la présence de Jérémy Pelletier ou si tu continues de nous exposer les… Non, enfin, si tu veux bien, on va profiter de la présence encore de mon homonyme, n'est-ce pas, pour lui poser des questions. Vous avez parlé beaucoup, Monsieur Pelletier, de salariat en réalité, parce que c'est le modèle général du travail en France. Vous avez dû être informé par Sophie que la particularité de notre profession, c'est qu'à part à peu près 3% de la profession, la plupart des avocats qui travaillent pour d'autres avocats ne sont pas salariés, mais ce qu'on appelle collaborateurs libéraux. Et en réalité, ce sont des entrepreneurs qui se mettent à disposition dans les locaux de ce qu'on appelle collaborants, on disait anciennement patrons, et donc qui se mettent à disposition, mais qui continuent à avoir leur propre entreprise et leur propre clientèle au sein de ce cabinet. Et donc, en plus de tout ce que vous avez évoqué sur les difficultés de management, de gestion, le collaborateur libéral gère aussi son entreprise au sein de l'autre entreprise, en quelque sorte. Est-ce que vous avez eu affaire à ce type de modèle dans vos études? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un facteur d'aggravation des difficultés dont vous avez fait part? Alors, vous avez raison, c'est très intéressant et votre modèle, en tout cas, est très intéressant parce qu'il est impacté effectivement par tout un tas de sujets. Alors, il y a une vraie appétence pour une certaine partie de la population et pour une partie de la jeunesse à, je dirais, un travail plus autonome et en gros, et pour le dire de façon trop caricaturale, par le fait d'être son propre patron dans les années à venir. Mais il faut avoir en tête que c'est la population la plus éduquée, c'est la population économiquement la plus intégrée, c'est la population effectivement la plus urbanisée, en tout cas chez les jeunes, nous qu'on interroge, qui effectivement est en appétence potentiellement de devenir son propre patron dans les années à venir. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut avoir en tête que, en effet, le côté autonomie dans son travail, le fait d'être son propre patron, c'est quelque chose en effet qui commence à émerger, qui commence à se développer, mais qui touche une jeunesse en particulier, et notamment une jeunesse urbaine diplômée et plus diplômée en effet que la moyenne des Français. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit dans nos études. Après, il faut avoir un élément en tête, c'est que pour le coup, et ça on le voit notamment depuis la crise sanitaire, sur plein d'aspects, il y a un élément en gros qui est sujet aussi à angoisse, sujet à l'anxiété et sujet aussi à la fatigue, c'est la question de l'autonomie. En effet, il y a une demande d'autonomie qui est certaine, mais il y a une espèce de paradoxe, une espèce d'ambivalence où, et on le voit sur tout un tas d'autres sujets d'ailleurs, et pas uniquement sur le sujet du travail, en gros que l'autonomie, le fait finalement d'être son propre responsable, d'être responsable finalement de ses échecs et de ses réussites, on le voit de plus en plus, c'est un facteur aggravant d'inquiétude, c'est un facteur aggravant d'absence de sérénité dans la vie d'une façon générale, c'est un facteur aggravant dans le sentiment qu'il faut faire un effort supplémentaire pour réussir ou autre. Je vous donne un exemple. C'est très intéressant dans le rapport à l'information des individus aujourd'hui, dans leur capacité à être impactés négativement ou non face au flux d'informations incessants que l'on reçoit dans nos vies et dans nos téléphones tous les jours. On voit un élément qui est très intéressant et qui peut sembler paradoxal, c'est que le fait d'être aujourd'hui dans une situation d'autonomie complète face à l'info, c'est-à-dire en fait d'avoir une multiplicité de canaux d'information, le fait d'avoir une multiplicité dans nos façons de s'informer, le fait finalement d'être très libre dans notre façon de s'informer, en effet a une conséquence, et on le voit ça de plus en plus, c'est de se retrouver avec des gens qui se disent fatigués face à l'info, notamment parce que en gros vous avez une jeune génération qui dit mais en fait, ce flux d'infos, cette diversité de canaux d'information me met dans une situation d'autonomie qui m'oblige d'abord à bien choisir le canal d'information qui va me permettre de m'informer, d'une part, et ensuite de trier entre le vrai et le faux, de recouper les infos, etc., etc. Et donc, en gros, ce qu'on voit aussi et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que
je dirais, il y a un élément fatigant dans la liberté, et effectivement, et ça c'est un livre de Jean-Claude Kaufmann qui est intéressant et qu'il a appelé C'est fatigant la liberté. Et en effet, il y a cet élément-là aussi qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement que le caractère autonome de certaines professions, que le fait d'être en autonomie permanente, bah, il y a aussi une dimension un peu vertigineuse, et il faut l'avoir en tête parce que on voit aussi émerger depuis la crise sanitaire notamment une demande de cadre chez une partie de la jeune génération notamment, mais pas que, des cadres dans sa vie d'une façon générale, des cadres aussi dans le monde du travail. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi, et ça c'est nouveau depuis la crise, on voit émerger, c'est encore à l'état embryonnaire, mais en tout cas c'est nouveau depuis la crise sanitaire, une part de jeunes non négligeables qui disent bah moi je me vois plutôt rester dans la même entreprise plusieurs années de suite depuis la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que bah, la jeune génération a été la plus impactée sans doute par la crise, et que ça a été un moment d'absence de sérénité, ça a été un moment insécure, ça a été un moment effectivement très compliqué en matière de projection dans l'avenir. Et donc en effet, la façon de se sécuriser, la façon d'être serein, la façon de gagner en effet en sérénité, en assurance, c'est potentiellement de rester au sein de la même entreprise plusieurs années de suite. Et donc c'est pas encore majoritaire, ça reste en tout cas à l'état embryonnaire, mais en tout cas nous on le voit que ça commence à monter un peu parce qu'il y a une demande de cadre, de sécurité et de réassurance dans à la fois une époque évidemment complexe, mais aussi dans une situation où en effet l'autonomie permanente et la demande d'autonomie permanente bah, a une conséquence, c'est en effet potentiellement le fait d'être dans une situation vertigineuse qui accroît en effet la fatigue, l'anxiété et l'insécurité face à un avenir de plus en plus incertain. Alors, on va laisser poursuivre Charles-Édouard si tu veux bien, Greg. C'est une question pour Jérémy, alors après j'ai peur qu'il parte. Ah oui, vas-y, bien sûr, bien sûr. Juste, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe entre ce que vous soulignez, qui est le manque le besoin de reconnaissance du travail bien fait, d'une part, et d'autre part, cette demande d'autonomie croissante. Il y a un côté un peu maternant dans le fait de vouloir s'entendre dire tu as très bien fait ton travail, que je trouve, en tout cas peut-être en apparence, en opposition avec cette demande d'autonomie. Alors non, je pense qu'il n'y a pas de paradoxe. En gros, il y a un élément d'ailleurs que je pense qui lie les deux sujets. Quand on entend entre guillemets autonomie, c'est aussi autonomie dans ma capacité de m'exprimer, autonomie dans ma capacité à prendre des décisions. Et il y a un lien en fait entre justement demande d'autonomie et sentiment de manque de reconnaissance. Il y a un lien avec un aspect. Ça, on le voit dans les enquêtes pour le coup. Quand vous leur demandez qu'est-ce qui manque aujourd'hui le plus dans une entreprise, qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui pour celles et ceux qui sont déjà sur le marché du travail, dans votre entreprise ou dans le monde du travail d'une façon générale, l'élément premier qu'ils vous citent, c'est la place accordée à ma parole, la place accordée à mon avis, la place que l'on accorde, que le patron accorde, que l'entreprise accorde à ce que je pense de la vie de l'entreprise, à ce que je pense de la situation de l'entreprise, à ce que je pense en effet par rapport à l'évolution de notre entreprise. Et donc en gros, il y a un lien en effet à faire entre et ce que vous dites, et en effet qui pourrait apparaître comme un paradoxe, mais à mon avis qui n'en est pas, c'est-à-dire le fait de ne pas considérer en effet la parole, le fait d'accorder une faible place ou une trop faible place en effet à la parole, notamment des jeunes salariés. En tout cas, c'est comme ça eux qui le perçoivent. À mon avis, il faut avoir en tête un élément qui est que ça accroît leur sentiment de frustration par rapport à leur place dans l'entreprise. Et en gros, et ça on le voit dans tout un tas d'autres aspects et pas uniquement le travail, c'est qu'on est, en tout cas sur la génération des moins de 30 ans, face à une jeune génération qui se dit beaucoup plus frustrée que les générations précédentes, frustrée notamment parce qu'elle considère qu'il y a un décalage entre son niveau de diplôme et ce qu'on lui demande de faire dans l'entreprise, qu'il y a un décalage entre son niveau de diplôme et ce qu'on lui a fait croire durant ses années d'études et la réalité de ce qu'est son travail. Et donc, en effet, il y a un élément qui est très symbolique et qui accroît cet élément de frustration, c'est la place accordée en effet à leur parole, la place accordée à la parole donnée. Et donc, en effet, le gain d'autonomie et le regain d'autonomie, c'est aussi, et ça passe aussi, à mon avis, par en effet un sujet qui est lié à la parole et à la place accordée à la parole au sein d'une entreprise, et du coup qui accroît in fine après un gain de reconnaissance certain, parce que voilà, à partir du moment où vous accordez une place plus importante à leur parole, bah, en tout cas,
leur adresser un message positif en matière de reconnaissance, effectivement. Et là, c'est de la reconnaissance symbolique, mais pour le coup, qui est assez puissante et qui montre que effectivement la reconnaissance, ça ne passe pas que par la reconnaissance financière. Mais voilà, faut avoir en tête que voilà, la place accordée à la parole, c'est en effet un élément qui lie demande d'autonomie, effectivement, et demande de reconnaissance. Merci beaucoup. Merci, Charles, désolé de partir comme un voleur, mais ok, merci infiniment de votre participation. C'était très éclairant, très enrichissant, et je renvoie tous nos auditeurs aussi à ceux qui souhaitent creuser les situations sur les notes que la Fondation Jean Jaurès a publiées sur le sujet. Merci infiniment, Monsieur Pelletier. Merci à vous et n'hésitez pas si voilà vous avez besoin, on vous transmet tout ce dont vous avez besoin. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors Sophie, un Pelletier, on en passe un autre, c'est ça? Voilà, c'est ça, j'hésitais à faire la transition. Pas la même orthographe. Oui, mais en fait, c'est amusant parce que du coup, M. Pelletier est intervenu au moment où je voulais justement parler de ce qu'on a vu dans la presse ces derniers temps, et il nous a rappelé des termes qui sont forts, comme il a rappelé la notion de génération de fin des allégeances, qu'il faut vraiment, à mon avis, garder à l'esprit. Et sur la question que je lui posais, il faut aussi garder à l'esprit que son analyse porte sur le monde du travail tel qu'on l'entend dans le reste du monde, c'est-à-dire le salariat, et que nous, on va parler collaboration, et qu'à plus de 90%, chez nous, la collaboration, c'est une collaboration libérale. Et que du coup, il y a des problématiques, évidemment, qui viennent en plus de ce qui a été dit. Et voilà. Et ce que je voulais aussi rappeler comme publication de ces derniers temps, qui est très intéressante et qui vient également de l'Est, et même de Strasbourg, c'est Enke Kebede, la directrice de l'ERAGE, l'École régionale des avocats du Grand Est, qui a publié un article dans la revue pratique de la prospective et de l'innovation de novembre de l'année dernière, et qui nous parle justement de la génération qui arrive. Et elle nous dit quoi, Enke Kebede? C'est que la génération qui arrive, les élèves qu'elle voit à l'école, ils sont en recherche de valeurs, de respect et de transparence. Et c'est exactement aussi ce que vient de nous rappeler M. Pelletier. Il nous parle de respect, il nous parle aussi de notion de liberté. Et c'est un lien tout trouvé pour moi pour parler de collaboration libérale, parce que notre spécificité, elle est évidemment, elle nous distingue du reste de la société sur cette collaboration libérale qui évidemment exclut le lien de subordination, donc ce qui exclut une partie des choses qui viennent d'être dites ou qui rajoute une difficulté en plus. La collaboration libérale, je vais enfoncer les portes ouvertes, c'est quoi? C'est être peu payé. Hein, le minimum à Strasbourg, par exemple, le minimum de première année, c'est 2 500 € par mois. Si on réduit les 40% de charges qu'on indique en général aux jeunes, il reste quoi? Il reste 1 500 € au titre de sa rétrocession d'honoraires en première année. C'est ridicule et c'est en complet décalage, ce que vient de dire aussi M. Pelletier, par rapport au diplôme et par rapport aux croyances qui peuvent être maintenues autour de notre profession. Donc la collaboration libérale, c'est être peu payé. C'est ne pas causer de charges sociales pour son collaborant. C'est hyper important dans l'équilibre ou dans le déséquilibre, puisque en fait, l'une des motivations parfois du choix de la collaboration libérale, alors que, et j'y reviendrai un peu plus tard, la collaboration salariée serait plus en adéquation avec la situation, c'est faire l'économie des charges sociales. Et puis c'est avoir un contrat instable. Je rappelle, la collaboration libérale, elle peut être rompue à tout moment, sans motif, avec, en deçà d'une certaine ancienneté, seulement 3 mois de préavis, 1 mois en cas de faute. Donc la rupture, elle est très facile. Donc cette vraie instabilité qui en rajoute aux difficultés dont on vient de parler, et sans assurance chômage. Encore un autre élément à ajouter aux difficultés dont M. Pelletier vient de parler et qui sont spécifiques à la collaboration libérale. Sur l'assurance chômage, il y avait des assurances perte de collaboration qui avaient été envisagées, qui ont été plus ou moins abandonnées, qui sont plus ou moins inapplicables aujourd'hui. On avait reçu à la commission collaboration les acteurs assurantiels sur cette question et on n'a pas réussi à la généraliser. Alors, pourquoi accepter en tant que collaborateur libéral de prendre tous ces risques, d'être mal payé et tout cela? Parce que la collaboration libérale, c'est être un entrepreneur. C'est que le collaborateur, et on l'oublie souvent, je trouve, dans les cabinets, c'est un entrepreneur. La contrepartie de tout cela, c'est pouvoir développer sa clientèle personnelle. C'est essentiel. Une collaboration libérale, c'est un collaborateur qui peut développer sa clientèle personnelle, qui est un entrepreneur. Et pour cela, il faut avoir du temps, bien sûr. Il faut le temps de pouvoir s'inscrire sur les permanences, de pouvoir se former, de pouvoir aller en rendez-vous
et la possibilité, ça c'est la mise à disposition des moyens, de recevoir ses clients, de faire ce qu'il faut. Les moyens mis à disposition, sans contrepartie financière dans les 5 ans, je le rappelle parce qu'on voit des situations qui sont parfois un peu contradictoires par rapport à cela, ça va être par exemple la mise à disposition du bureau. Alors ça c'est une question à la commission de collaboration qui nous est souvent posée sur le bureau individuel. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la profession qui pense qu'aujourd'hui le collaborateur, il n'y a aucune difficulté à le faire travailler en open space avec cette pratique qui se multiplie. Mais en réalité, c'est un moyen d'économie pour le cabinet que je comprends, mais c'est pas un moyen de bien-être pour le collaborateur. Et il faut aussi écouter les jeunes. L'étude de la Fondation Jean Jaurès, vous pouvez tous la trouver en ligne, elle est très intéressante. Elle nous dit quoi, par exemple, sur cet exemple du bureau individuel? Je lis cette partie de l'étude. Le bureau attitré représente l'environnement de travail idéal pour une majorité de jeunes. Et donc, en première place, quand on leur pose la question, les jeunes entendus disent qu'un environnement de travail idéal, c'est un travail où vous avez un bureau attitré. Et ça, voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier quand on parle de collaboration. La profession, elle a mis en place toute une série de moyens pour vérifier la bonne exécution des contrats de collaboration, pour vérifier que, il n'y a pas d'abus par rapport à ces règles. Et je vais vous parler bien sûr du contrôle a posteriori, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de d'étendre sur tout le territoire avec la commission de collaboration. Le contrôle a posteriori, donc, c'est le fait que le bâtonnier, son délégataire, puisse vérifier comment s'exécute le contrat de collaboration, si on respecte bien les règles. Et aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de travailler main dans la main avec la conférence des bâtonniers. On étend ça dans quasiment tous les barreaux. C'est en train vraiment de s'étendre. Et en fait, le contrôle a posteriori permet de révéler des situations qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que souvent, on a l'idée d'un cabinet en se disant, ah, mais ils sont sympas, ils doivent être corrects avec le collaborateur. Et en fait, quand on va interroger la situation, ça révèle des situations de harcèlement et de discrimination. Parfois, ça révèle aussi, on le voit dans l'enquête collaboration, que les collaborateurs qui sont en difficulté n'osent pas en parler. Ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte. Ils n'osent pas en parler parce que ça va leur nuire professionnellement. Ils n'osent pas en parler parce que leur patron est ami avec le bâtonnier. Ils n'osent pas en parler pour toutes ces raisons qu'on connaît tous. Mais par exemple, l'enquête collaboration nous permet de se rendre compte que 67% des collaborateurs ignorent que le bâtonnier peut se saisir lui-même d'une difficulté. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire, quand on veut repenser la collaboration, la rendre plus transparente et respecter un petit peu ses valeurs, c'est de dire aux collaborateurs, vous êtes en difficulté, votre bâtonnier peut se saisir lui-même, et plus que libérer la parole, il doit venir la chercher. Rappelez aussi qu'il y a des sanctions qui ont été mises en place quand nos règles déontologiques sont violées. Et elle a été votée sous notre mandature, c'est la sanction d'interdiction de prendre des collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça il faut bien le rappeler à tout le monde, un collaborant qui ne respecte pas les règles de la collaboration peut recevoir une sanction disciplinaire qui est celle de l'interdiction de prendre des collaborateurs, des stagiaires. Et c'est une nouvelle sanction qui est rentrée dans notre droit positif, dont il faut se saisir et qui doit remettre nos règles déontologiques au centre du village. Il y a aussi notre article 14 dont il faut se saisir de chacune des dispositions. L'article 14 du RIM, par exemple, il évoque l'entretien annuel. L'entretien annuel qu'on connaît dans le salariat, qui ne pose pas de difficulté, qui est désormais un acquis, quelque chose de mis en place. On se rend compte que dans la collaboration libérale, l'entretien annuel, il fait peur, il n'est pas souvent mis en place et il ne permet pas aux collaborateurs et aux collaborants de discuter sainement sur la collaboration. Donc on essaye aussi de mettre en place des outils pour que l'entretien annuel, que la saine communication entre collaborateurs et collaborants soit vraiment mise en place, soit utilisée et qu'on n'ait plus peur de discuter de la collaboration. Au cours de notre mandature, mais au cours des années, la situation de la collaboration, elle a été notablement améliorée et récemment, mais il faut en parler parce qu'on sait que l'information a parfois du mal à redescendre. Il y a eu des améliorations importantes sur, par exemple, les congés parentalité.
Et il y a eu une augmentation du congé maternité, il y a eu le congé adoption, il y a eu le congé hospitalisation de l'enfant. Et un des soucis de notre profession, ça va être évidemment que le congé paternité soit enfin pris pour que dans notre profession, l'équilibre entre les hommes et les femmes soit mis en place. On a aujourd'hui un chiffre qui est hallucinant, qui est le fait que les femmes gagnent en moyenne la moitié des hommes. C'est énorme, ce sont des moyennes, hein, bien sûr, ce ne sont pas des médianes. Mais cette différence est inacceptable. Et par exemple, le congé paternité, qui peut être pris dans le cadre de la collaboration, c'est un moyen d'égalité entre les sexes. C'est quelque chose dont il faut se saisir. Je vais également vous parler de la collaboration interbarreau, puisque c'est un des moyens qui est utilisé pour assouplir un petit peu les choses. On sait que avec la Covid-19, il y a eu des changements de lieu de vie, et donc le collaborateur, maintenant, il est parfois dans une autre ville que le collaborant. La collaboration interbarreau, elle est possible. Il a été voté à l'occasion de notre AG de vendredi, une motion présentée par la commission collaboration sur la collaboration interbarreau, avec des règles à respecter. Et donc une manière de mettre en place ces systèmes de manière saine pour l'un et pour l'autre, pour l'une et pour l'autre des parties. Et à l'AG de vendredi, il a été évoqué une refonte complète de l'article 14. Et donc, je vous en parlais un petit peu plus tard, ça peut être aussi une manière collaborative de faire évoluer cet article 14. Il faut qu'on puisse parler librement de la manière dont on peut faire évoluer la collaboration libérale. Mais je ne peux pas vous parler de tout ça sans vous parler de collaboration salariée. Parce qu'en fait, Monsieur Pelletier vient de nous parler de salariat. Et si la collaboration salariée est en baisse depuis des années, représente à peu près 3% des collaborateurs actuellement, le motif de choisir la collaboration libérale par rapport à la collaboration salariée, c'est pas la réalité du travail ou des liens de collaboration, c'est la réalité du coût. Et ça ne peut être que déploré. Parce que pour une génération en quête de sens, de valeur, d'honnêteté intellectuelle, qu'un cabinet propose une collaboration libérale, comme on le disait tout à l'heure, mal payée, sans sécurité, alors qu'en réalité, le même cabinet ne va pas permettre le développement de la clientèle personnelle, l'inscription sur les listes, ne va pas permettre aux collaborateurs d'être également un entrepreneur, c'est pas acceptable. Et donc, ce qu'on doit aussi dire, c'est pour les cabinets qui veulent faire travailler leurs collaborateurs en open space, sans vouloir leur permettre de développer leur clientèle personnelle, bien, prenez des salariés qui seront mieux payés, qui seront plus sécurisés et qui créeront un lien plus sain, plus clair dans le cadre de la collaboration. Je rappelle aussi que dans le cas où une collaboration libérale est en réalité une collaboration salariée déguisée, le risque de requalification existe et au barreau de Strasbourg, on a eu un cas de requalification, que ça coûte très cher au cabinet et que ça ne permet absolument pas des relations saines dans le cadre de la collaboration. Soyons prospectifs, peut-être pour terminer mes quelques propos, Sophie. Je te vois impatiente. Je vais vous parler des choses qui vont être mises en place. Il y a eu l'enquête collaboration il n'y a pas longtemps, avec beaucoup de participants. On a eu plus de 6000 personnes qui ont répondu à l'enquête collaboration. L'enquête collaboration, c'est un baromètre qui permet de comparer ce qui se passe d'année en année, l'évolution de la situation de la collaboration. Mais avec la commission collaboration, on va lancer prochainement une plateforme que je dirais de démocratie participative. En fait, c'est le même type de plateforme que celle qui avait été mise en place pour les états généraux de la profession d'avocat. Et ça va être une plateforme sur laquelle les jeunes vont pouvoir s'exprimer librement. En réalité, le constat est le suivant, c'est que nous, élus du CNB, on a un parcours syndical, professionnel. Ça fait des années qu'on traite nos sujets et on a un avis très tranché en général sur la plupart des sujets. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la confrontation des générations, avec l'arrivée de la génération Z, ça doit remettre en question tous nos préjugés, tous nos acquis. Et donc, il faut les écouter. Il faut leur laisser la place de s'exprimer. Et cette plateforme va être un lieu dans lequel les jeunes élèves avocats et collaborateurs pourront nous dire ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que ça va aller dans le sens est-ce qu'il faut augmenter, par exemple, les congés annuels ? C'est ridicule, 5 semaines de congé pour des gens qui ont notre niveau d'études. Est-ce que c'est une manière de forcer justement ce que je disais tout à l'heure, le congé paternité pour équilibrer la profession? Est-ce qu'il faut revaloriser les minimums UJA, par exemple? Tout cela, en tout cas, sans préjugés. On va laisser la parole à nos jeunes confrères pour s'exprimer sur l'évolution de la collaboration. Et donc, vous serez tous mis en lien dans peu de temps pour aller sur cette plateforme. Et j'invite vraiment à se saisir de cette situation pour entendre la voix des jeunes et non pas forcément nous dire ce qui est juste ou pas, mais essayer d'ouvrir l'oreille.
Voilà pour les quelques mots que je voulais dire, Sophie. Bien sûr, je reste dispo pour participer aux discussions. Merci beaucoup Charles-Édouard. Je voudrais maintenant passer la parole à Delphine Galin, qui est associée au sein du cabinet Garoé à Marseille. Et ce cabinet a une spécificité qui est d'être un cabinet à mission, une société à mission, ce qui a des conséquences, et je demande à Delphine de commencer par là peut-être. Pourquoi le cabinet à mission serait une solution pour repenser la collaboration ? Alors, merci de me donner la parole et j'en profite pour vous remercier et particulièrement Sophie de cette invitation et de l'occasion qui m'est faite de faire part de notre expérience chez Garoé, qui est une manière d'aborder le sujet, mais j'en suis persuadée pas l'unique manière. Et peut-être effectivement vous expliquer ce qu'est une société à mission ou entreprise à mission en fonction des termes que l'on peut employer. Alors cette société, elle a été créée en 2018, hein, c'est là l'impact, donc c'est pas de création extrêmement récente. Le Covid a fait, je pense que son développement a été un peu ralenti à la suite de l'adoption des textes, mais cette forme sociale, enfin c'est pas une forme sociale, cette typologie de société, elle connaît une progression très forte. Pour vous donner quelques exemples chiffrés, puisque en 2021, il y avait approximativement 400 entreprises à mission en France et on vient là de dépasser le millier en un an et demi. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a fait le choix de placer au cœur de son développement, de son objet social, la poursuite d'un certain nombre de principes qui viennent s'associer à son job, ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire vendre du pain pour un boulanger, défendre et conseiller pour un cabinet d'avocats, des principes qui sont qu'elle poursuit et qu'elle essaye de mettre en œuvre tout en gardant ce qu'elle est, c'est-à-dire une entreprise qui fait des profits et qui est profitable. C'est la raison pour laquelle l'entreprise à mission n'est pas un régime applicable au secteur associatif. Voilà, pour bien faire la différence sur la manière dont on se positionne. Alors, pourquoi un cabinet d'avocats aurait l'intérêt ? Pourquoi nous, on s'est dit, tiens, partons sur ce modèle-là. On s'est dit d'abord d'une chose. Dans notre quotidien, le cabinet a été créé depuis 2019. On est passé entreprise à mission en 2022. On s'est rendu compte depuis le début, la question du bien-être au travail, la question de l'évolution de nos collaborateurs, la manière dont on gérait nos relations d'affaires avec nos clients et comment se positionner dans cette globalité était essentielle. Et on avait en réalité déjà mis au cœur même de notre modèle l'idée selon laquelle on n'était pas là que pour rechercher du profit, mais que pour nous en tant qu'associés fondatrices, pour nous épanouir dans ce modèle, il nous fallait un peu plus que ça. Il fallait que tous les acteurs, alors quand on parle de RSE et autres, on parle de parties prenantes, dans cet écosystème que l'on crée, se sentent bien. Donc à l'époque, on gardait ça pour nous parce que c'était un petit peu notre plaisir personnel, si je puis dire, puisqu'on recherchait vraiment avant tout une satisfaction dans le modèle qu'on mettait en place. Et puis on s'est rendu compte au fil des années que au-delà du plaisir que nous on pouvait trouver à réfléchir aux modes de travail qui permettent d'allier performance, bien-être et j'allais dire développement économique global, à la fois pour nous et pour les personnes qui travaillaient avec nous, eh bien, en réalité, c'était un véritable modèle global sur lequel on avait tout intérêt à se positionner, tant pour l'acteur économique que nous sommes, comme tous les cabinets, c'est-à-dire qu'on agit dans un marché ouvert avec concurrentiel dans lequel il faut se positionner, et aussi parce que on avait le sentiment, alors c'est vrai que la crise Covid a accéléré notre processus, ça c'est évident, parce qu'après les mois de confinement, les difficultés que nous avons tous rencontrées durant cette période qui a été
et ce qu'a dit tout à l'heure le représentant de la Fondation Jean Jaurès a été très vrai aussi chez nous, hein, c'est-à-dire que la fatigue était énorme. Hein, je parle à titre personnel, mais ça a été vraiment un sentiment très partagé. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut faire plus que ce que nous faisions déjà, puisqu'on sent bien que on est rentré dans un nouveau paradigme et que ce qui était enclenché avant cette crise. Alors moi, je parle en tant qu'avocat. Hein, je n'ai pas une vision sociologique globale, hein, pas du tout. Mais en tant qu'avocat, on voyait bien quand même qu'il y avait un mouvement global qui allait fortement impacter nos modèles et que c'était soit on prenait tout de suite la décision de s'y conformer et de faire en sorte de créer un modèle économique qui prenne en compte toutes ces spécificités nouvelles, bien qu'elles étaient déjà latentes, hein, ça c'est clair, avant même la crise. Et donc c'est comme ça qu'on a réfléchi à ce modèle. Alors nous, bien sûr, je crois que c'est Charles-Édouard qui disait tout à l'heure que à chaque fois qu'on parle de la collaboration, on évoque nos expériences personnelles, mais c'est très vrai, ça l'est aussi pour moi, ça l'a été pour également mon associé. Une des premières motivations a été surtout de ne pas reproduire les modèles auxquels nous avions été confrontés. Ça, c'est clair, qui étaient les modèles dont on a déjà parlé tout à l'heure, à savoir le caractère sacrificiel de la profession. Ça, je l'ai retenu j'ai mis mes notes de côté, mais je vais les reprendre. Où effectivement, je trouvais que ça n'avait pas de sens. C'était complètement contre-productif. Il y avait aussi dans nos pensées, dans la manière dont on avait envie de créer notre cabinet, l'idée selon laquelle une vie d'un avocat, c'est pas juste le travail, c'est une globalité. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un métier qui s'arrête pas à la porte du cabinet. Pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité, c'est une vocation. On s'y met dedans. On a envie de travailler. On ne le fait pas pour rien. On ne devient pas avocat par hasard. Enfin, moi, c'est toujours ce que je me suis dit et ce que j'ai ressenti. Et donc, il faut faire en sorte que la vie que l'on mène en tant que professionnel dans un cadre de travail et notre vie personnelle, elles sont intimement liées. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne en compte ça et que lorsqu'on incluait une personne dans notre modèle, il fallait aussi qu'on inclue cet aspect personnel important. Donc, c'est la parentalité dont on a parlé, mais pas que. Tout le monde n'est pas parent. Il y a d'autres problématiques personnelles qui rentrent nécessairement en compte. Un parent malade, une maman malade. Je vous cite des exemples parce que c'est des exemples très concrets qu'on a eu nous au cabinet et qu'il n'était pas concevable de ne pas inclure cette dimension dans la manière dont on intégrait nos collaborateurs et dans la manière dont on les fidélisait. Parce qu'en réalité, et là on rejoint la préoccupation du dirigeant d'entreprise lambda, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus intérêt à avoir un turnover de collaborateurs, quelles que soient nos activités, qui soit le plus faible possible, plutôt que d'avoir un turnover fort qui ont des impacts négatifs à la fois sur les équipes dans leur globalité, mais aussi sur la production et donc la rentabilité de nos cabinets. Parce que je le répète, et c'est souvent ce que je dis aussi à mes clients, on est une entreprise à mission, mais je ne suis pas à but non lucratif. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est intéressant dans le modèle de l'entreprise à mission, me semble-t-il, c'est que on a effectivement toujours cet aspect commercial, développement, mais qu'on a décidé de lier à un objectif qui n'est pas directement la recherche de profit. Nous, on a mis au cœur même du développement de notre modèle le bien-être au travail au sens global des collaborateurs, mais aussi des nôtres, des associés, voilà, de nous tous. Et également, on a rattaché à ça l'idée selon laquelle, avec nos clients, il fallait que l'on transpire cet état d'esprit et qu'on les convainque de rentrer dans des relations d'affaires éthiques. Et donc, on a tout un banc éthique et relations d'affaires dans lequel on va envisager le client non pas seulement parce qu'il nous rapporte tel honoraire tous les mois,
mais est-ce que la manière dont il traite nos collaborateurs, la manière dont il s'adresse à nous dans le cadre de nos échanges, la manière dont il envisage ses propres collaborateurs aussi, est-ce que c'est conforme à notre état d'esprit? Est-ce que ça génère des tensions? Parce qu'on se rend compte que souvent, surtout quand dans des cabinets structurés, on a des associés qui ont des relations avec la clientèle qui ne sont pas les mêmes que celles que les collaborateurs peuvent avoir. Moi, je l'ai moi-même vécu. C'est-à-dire que j'avais un client avec lequel j'avais des relations tout à fait correctes et avec lesquelles ça se passait très bien, mais il était extrêmement violent avec mes collaboratrices. Et donc, ça a entraîné à tel point que, bon, j'ai estimé que c'était plus possible. Et donc, on a décidé de se séparer de ce client. Et de cette expérience-là est née la volonté de mettre en place aussi au sein de notre cabinet une espèce de comité où chaque collaborateur, qu'il soit avocat ou pas, parce qu'il n'y a pas que des avocats chez nous, a la possibilité, comme une alerte, on pourrait le qualifier ainsi, de saisir ce comité en indiquant voilà, tel client a tel comportement, j'estime que c'est pas acceptable et je demande à ce qu'on réenvisage son positionnement au sein du cabinet. Donc ça, c'est des exemples, mais on a tout un tas d'autres petits tips qu'on a mis en place. On a aussi évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué l'idée selon laquelle il fallait de la reconnaissance. C'est revenu à plusieurs reprises dans la bouche de Monsieur Pelletier de chez Jean Jaurès, qui nous l'a répété plusieurs fois. Et ça, c'est essentiel. Moi, je me souviens quand j'étais collaboratrice, à l'époque où c'était obligatoire le stage, j'avais encore le stage, moi, quand j'ai prêté serment. Et à cette époque-là, je me souviens des cabinets dans lesquels j'ai exercé, il y avait un niveau de reconnaissance équivalent à 0, quoi. Enfin, c'était de manière assez évidente qu'il fallait surtout pas en attendre et que en attendre, c'était faire preuve de beaucoup trop de prétention pour le niveau auquel j'étais. Bon, en gros, c'était à peu près ça. Nous, on avait vraiment ça en tête et on a mis en place un certain nombre d'outils. Et tu parlais, Charles-Édouard, tout à l'heure de l'entretien annuel. On en fait 2, nous. Donc, moi, d'entretien annuel. Un en début d'année, un en milieu d'année, pardon. Et puis, on en refait toujours un à mi-parcours, tu vois, avec l'ensemble des collaborateurs et avec une grille, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on a un tableau Excel où on a tout un tas de questions qu'on va suivre avec le collaborateur, des questions qui concernent aussi bien nous en tant que collaborants, la manière dont on gère la relation, lui la manière ou elle la manière dont elle se situe dans cette relation. Et puis, on a un système de gradation et entre chaque entretien, eh bien, on reprend la fiche d'avant et on voit si on a amélioré, s'il se sent plus à l'aise ou pas dans la relation de travail. Et on a aussi mis en place des questionnaires de satisfaction en fonction de la qualité du collaborateur au sens on a 3 types, enfin grosso modo, on a 4 typologies de collaborateurs. Moi, quand je parle collaborateur, c'est au sens large. C'est pas que avocat, c'est celui qui travaille dans notre équipe. On a donc un questionnaire de satisfaction pour les avocats alors il y a beaucoup de femmes et libérales. On a un questionnaire pour élèves avocats spécifique. À chaque fois, on a essayé de tenir compte de la manière dont parce qu'on n'est pas pareil quand on est élève avocat que quand on est stagiaire de M2, par exemple, ou quand on est avocat collaborateur. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même positionnement dans le cabinet, on n'a pas la même disponibilité. Nous, le cabinet ne doit pas attendre la même chose, c'est pas possible. Donc, tout ça fait que on a mis en place des questionnaires spécifiques. Et puis, on a 2 salariés au cabinet qui sont en charge à la fois de l'administratif et de la communication. Et donc, ces 2 personnes-là ont aussi une approche différente. D'abord, elles sont salariées, c'est quand même pas la même chose, même si tous nos élèves avocats et apprentis ont aussi une fiche de salaire
et sont assimilés salariés, c'est encore différent. Donc voilà comment on essaie de mettre en place un certain nombre de choses. Et donc la reconnaissance, elle passe par ces moments aussi où qu'on l'on dédie qu'à cette relation collaborant-avocat. Et cette année, on a testé un nouveau truc, c'est-à-dire que d'habitude, on faisait les entretiens par pôle de compétences, cabinet, c'est-à-dire le pôle taxes, pays et autres, social. Et cette année, on a inversé, c'est-à-dire que c'est le pôle taxes qui a fait les entretiens annuels du pôle pays. Et ça a été hyper intéressant parce que là, pour le coup, on est sorti complètement de la dimension technique et rentabilité. On n'était déjà pas beaucoup de la relation, mais vraiment sur une relation globale, positionnement dans le cabinet. Et c'était vraiment très intéressant. Après, les autres points qui ont été évoqués, c'était bien de faire intervenir M. Pelletier parce qu'en fait, tout ce qu'il a évoqué, je suis persuadée, en tout cas moi, je me suis rendu compte que intuitivement, on les avait identifiés, ces points-là, et que je suis persuadée que nous tous ici, si on prend un peu le temps, si on prend le temps d'y réfléchir, on est capable de les retrouver dans nos expériences. Il y avait la problématique aussi qui a été évoquée. Attendez, je reprends là. Du coup, j'en ai besoin. Des conditions de travail. Les conditions de travail, c'est quoi? Alors, dans notre profession, les conditions de travail normales, enfin si je puis dire, jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était alors en fonction de la situation géographique, ça différait parce qu'il y a Paris et le reste du monde sur les conditions de travail, c'est pas toujours les mêmes. Vous aviez des présences en audience pour les collaborateurs tôt, grosso modo, 8h, 8h30 pour les premières audiences. Ils font toutes les audiences, ils rentrent et ils ont des charges de travail importantes sur tout le reste parce qu'il faut produire aussi. L'audience, c'est pas simple à gérer en termes de timing. Et puis, il est pas normal de partir avant 19h, voire même dans certains cabinets avant 22h. Bon, ça pour moi, c'est le délirium complet. J'ai toujours été persuadée qu'on pouvait travailler autrement, mieux que sur des plages horaires comme ça. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est on tient compte de la spécificité de l'identité de chaque collaborateur pour mettre en place des méthodes de travail qui lui correspondent et qui lui permettent de travailler efficacement. On a toute typologie. Moi, j'en ai qui adorent le télétravail. Donc, nous, on a mis en place 2 jours de télétravail sur le volontariat par semaine pour tout le monde. Et qui sont en télétravail parce qu'ils habitent loin. On a cité la collaboration interbarreau. Oui, moi, j'en ai une qui vit dans le ressort d'un autre barreau, mais elle travaille chez moi, donc elle est un peu éloignée, mais elle vient 2 ou 3 fois par semaine. D'autres qui sont stressés à max par le télétravail et qui ont besoin d'être là. Et en réalité, on n'a pas d'horaire, quoi. Mais pour tout le monde, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que si tu veux venir à 8h, tu peux. Si tu pars à 16h, mais que le job est fait, on s'en fout. Enfin, voilà. Et que globalement, on essaie vraiment de faire en sorte d'avoir un équilibre qui corresponde à la spécificité de chacun, parce qu'on se rend compte que dans un milieu contraint, on n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas tous on a des enfants, d'autres en ont pas, et donc en fonction de ça, il est nécessaire de faire en sorte que ça fonctionne, sans quoi la personne elle est pas bien et elle a plus envie de rester chez nous, quoi. Donc ensuite, dans le besoin d'autonomie aussi, ça c'est extrêmement important. Le besoin d'autonomie, il est exprimé, mais ça c'est mon expérience personnelle, mais il a souvent du mal à être vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une collaboratrice pendant des années, pendant presque 7 ans, qui était devenue extrêmement autonome. Et donc, elle s'est sentie mal parce qu'elle était trop autonome. Elle a donc changé de cabinet, principalement pour cette raison, c'est qu'elle avait besoin d'un encadrement plus fort que ce que je lui donnais dans le cadre de son contrat de collaboration libérale. C'était une avocate libérale. Moi, j'en ai retenu une leçon. Je pensais bien faire
en me disant elle va être en autonomie, elle va se sentir à l'aise, elle va pouvoir faire comme elle le sent. Et en réalité, la leçon, ça a été de me dire, mais de nous dire, parce que c'était une leçon globale, en réalité, l'autonomie, c'est une chose, mais il faut accompagner nos collaborateurs dans la création de perspectives individuelles. Ça veut dire qu'il faut que le cabinet soit moteur et donne des axes de perspectives personnelles au sein du cabinet aux collaborateurs. Parce que si on n'accompagne pas ça, en réalité, il y a un moment où ils sont perdus. Donc nous, la manière dont alors pour l'instant ça fonctionne, ça va peut-être pas fonctionner tout le temps, hein, mais la manière dont on essaie de mettre en place et de tenir compte de ce besoin d'autonomie et en même temps, et quelqu'un tout à l'heure le disait, que l'autonomie, il était paradoxal, c'est Valérie Riger, de mettre autonomie et encadrement dans le même. Mais en réalité, nous, ce qu'on met en place maintenant pour les collaborateurs libéraux en particulier, c'est l'idée selon laquelle vous êtes autonome, mais on vous donne la possibilité de participer, de réfléchir aux stratégies, à la croissance du cabinet dans sa globalité. Comment ça se traduit? C'est-à-dire que alors pas toutes et toutes, parce on peut pas tous se mettre en même temps en réunionite 24/24, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a des réunions spécifiques avec les collaboratrices libérales où on ne va parler que de stratégie de développement du cabinet. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis en situation de s'imaginer à notre place dans 2-3 ans, quand elles auront l'envie, peut-être la confiance et puis la montée en compétences qu'on connaît tous, même après 20 ans de bar. Et donc, on les a inscrits dans le projet global. On commence en pratique, comment ça se matérialise. On se met ensemble, on prend 1 heure et demie, pas plus, à peu près tous les 15 jours ou 3 semaines, où on fait ce qu'on appelle un point prospect. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, point opportunité, où ceux qui le veulent, mais bon, les avocates en tout cas sont très demanderesses de ça. Et on dit, réfléchis, quel client t'intéresse, qu'est-ce qui est dans l'environnement, et du coup, on les fait participer et ça permet, je pense, les prémices de l'affectio societatis, chère au cabinet, aux structures, et puis ça les investit, ça leur donne une dimension beaucoup plus enrichissante, me semble-t-il, et quelque part, il y a un encadrement et une reconnaissance qu'on arrive à mettre en place dans le cadre de notre collaboration. Je pense que j'ai fini. J'aurais certainement beaucoup d'autres choses à dire. Je me rappelle plus du timing exact, mais je suis bonne là pour les questions. Merci Delphine, très intéressant, beaucoup de pratiques. Si je reprends le cabinet à mission, qui est une façon de donner du sens, de positionner clairement, donc tant en matière de communication, c'est aussi un levier de recrutement, j'imagine, aujourd'hui, à passer les quelques années d'expérience sur cette typologie de cabinet à mission. Donc un levier de recrutement, la façon aussi de répondre aux élèves, aux avocats ou aux collaborateurs de besoins de sens. Je me dis que c'est caricatural, mais en réalité, c'est aussi vous m'entendez? Je vois qu'image bloquée et plus de son de quelqu'un. C'est bon, ça fonctionne. Donc oui, ça participe bien sûr à l'envie et le fait de se recentrer sur soi pendant 1 heure en tout, oui, ça doit durer 2 fois 45 minutes. Voilà, 1 heure et demie par semaine, c'est pas énorme sur un temps de travail. Je précise que c'est pendant le temps de travail. Ah oui, c'est très important. C'est-à-dire que je fais pas ça entre midi et 2 à la pause déjeuner. Voilà, c'est pendant le temps de travail. Je le précise bien quand même. Donc ça participe naturellement au fait d'essayer de mettre du bien-être dans notre quotidien en tant qu'avocat. C'est assez intéressant de voir, je vais vous citer un exemple parce que ça m'amuse toujours, toutes les semaines ça m'amuse, mais j'ai une de nos salariées
qui est en télétravail le vendredi matin et qui revient spécifiquement pour faire le cours de gym alors qu'elle est en télétravail au bureau. Et ça, alors que enfin voilà, donc c'est un truc qui moi m'amuse à chaque fois en me disant, mais en fait, elle est en télétravail, c'est son choix, hein, on ne l'a pas imposé, elle choisit quand est-ce qu'elle veut être en télétravail, c'est pas un problème, et elle revient pour faire le cours de gym au bureau, et elle repart après chez elle, et elle ne travaille pas le vendredi après-midi, donc elle ne travaille pas le vendredi après-midi. Donc tout ça pour dire que, et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que pour elle, en tout cas, le lieu de travail, c'est aussi un lieu de détente. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que le lieu où on travaille, c'est un lieu où il faut être sérieux, où on échange, où ça c'est clair, mais ça peut être aussi un lieu où on se sent bien, où on a envie de venir pour autre chose que le travail, quoi. Donc ça, oui, on fait, bien sûr. On fait aussi, évidemment, bon, on prépare hyper en amont les team building, qu'on essaie toujours de faire de manière différente. Mais ça, j'allais dire, c'est un classique, hein, c'est pas non plus très, très original. Et puis, tu évoquais aussi rapidement tout à l'heure la manière dont on accueille aussi les stagiaires et les apprentis au cabinet. Il y a tout un process hyper processé. C'est-à-dire qu'on a un timing à respecter qu'on s'impose à nous-mêmes, hein, personne ne nous impose, mais à peu près un mois avant l'arrivée, il y a une première série un premier mail où on lui dit voilà comment ça va se passer. 2 semaines avant, il y en a un autre mail avec une plaquette. On a une plaquette spécifique pour l'accueil du collaborateur et du stagiaire avant qu'il arrive, en lui disant voilà les membres de l'équipe, leurs spécificités, comment ça va fonctionner, avec qui tu vas travailler. Et puis après, on a le jour même une de Naïs, donc et une de nos salariés, qui elle est vraiment en charge de l'accueil. C'est un peu notre happiness officer, ça fait très américain de parler comme ça, mais c'est ça. Et on fait très attention aux anniversaires de chacun. C'est idiot, hein, c'est des trucs idiots, mais ça a tellement d'impact positif dans la relation de travail. On a une newsletter par semaine qui ne concerne que la vie du cabinet. Et que pour les collaborateurs, où on va dire attention, n'oubliez pas que mardi, c'est l'anniversaire de Charlotte. Pensez à lui souhaiter. On a une pensée pour tel collaborateur ou telle collaboratrice parce que cette semaine, elle plaide tel dossier à tel endroit et on sait que ça va pas être facile. Enfin, voilà. Donc, c'est une somme de détails qui dit comme ça, paraît peut-être pour certains ridicule, mais qui contribue globalement, je pense, et surtout ce qui est intéressant, et c'est un peu l'enjeu de ma présentation aujourd'hui, pour moi en tout cas, mon enjeu personnel, c'est de convaincre les confrères qu'avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Moi, je suis pas un gros cabinet, hein, on est 10. Bon, c'est pas tout petit, mais on est 10, de créations récentes. On n'a pas les moyens d'énormes structures. Moi, j'avais pas les moyens d'avoir une directrice RSE, quoi, par exemple. Ça, c'était pas possible. Et donc, mais on avait envie de faire comme les grands, quoi, et d'avoir un cabinet où on se sente bien et qui mette en place tous ces principes dont on nous a rabâché les oreilles pendant des années, mais qui maintenant prennent corps, de responsabilité sociétale de l'entreprise, de bien-être au travail, de tout un tas de sujets dont on pourrait parler par ailleurs aussi, mais avec des moyens qui étaient les nôtres, quoi. Donc c'est sûr que on a fléché des lignes budgétaires vers ça, que c'est des lignes budgétaires qu'on n'a pas fléchées vers nos rémunérations, par exemple. Donc ça, faut être clair. Mais on a quand même pu faire quelque chose avec des moyens à notre échelle qui, je crois, a un impact plutôt positif sur les gens qui travaillent avec nous. En termes de recrutement, ça, c'est une évidence. On a naturellement, quand on pose une offre de collaboration, c'est par plusieurs, c'est des multiples de 10, hein, les réponses qu'on a. Donc, et pas que sur le territoire marseillais, hein, c'est sur l'ensemble du territoire national qu'on a des réponses. Et puis après, un autre point aussi que je voulais rappeler parce que c'est important et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure sur le modèle de cabinet d'entreprise à mission.
c'est que, à la différence d'une démarche RSE ou ou autre, hein, ou la mise en place d'un process interne qui corresponde à ce qu'on a envie de faire, c'est que nous, on va être audité sur ces points précis. C'est-à-dire que on va être, c'est dans la loi, hein, c'est notre engagement, c'est l'engagement que l'on prend quand on est une entreprise à mission, c'est qu'on va avoir en 2024 un audit externe qui va être mené par un organisme certifié sur ces points précis, ce qui nous pousse à processer le bien-être au travail plus les deux autres missions qu'on s'est données, d'avoir les outils d'analyse, de mettre en place les indicateurs. Donc, tout ça, en fait, nous contraint à poursuivre cet objectif. Mais ça, c'est un élément déterminant. Alors, comme on est avocat, on pense tout de suite, OK, mais c'est quoi la sanction? La sanction, elle peut paraître pour certains symbolique, elle est la perte de la qualité d'entreprise de mission, mais en réalité, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est un engagement en termes de communication qui est fort. Et donc, nous dire, nous, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a communiqué là-dessus, tout ce qu'on va continuer à communiquer, prendre la sanction de ne pas avoir un rapport d'OTI favorable, qui, je le rappelle, ça c'est la loi aussi qui le précise, doit être à disposition pendant au moins 5 ans sur le site internet de l'entreprise, donc publié aux yeux et au vu de tous. On a plutôt intérêt à ce que ça tienne la route, quoi. J'entends beaucoup d'engagement, j'entends un véritable engagement Voilà. et des collaborateurs et des collaborants et envers le public et de fond en fait, un engagement de fond, le fond et la forme se rejoignent, ce qui permet une vraie cohérence et une vraie dynamique. Merci beaucoup Delphine de toutes ces expériences que tu nous as partagées ce matin, merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à Grégoire Niango, qui est membre de la commission prospective et innovation et qui va vous livrer la synthèse et les projets de la commission prospective, les pistes sur lesquelles travaille la commission prospective et qu'on va creuser dans les derniers mois de la mandature au sein du Conseil national des barreaux. Grégoire, je te cède la parole. On ne t'entend pas, Greg. On ne t'entend toujours pas. Je crois qu'il y a un sabotage. Ça marche. Et je profite de cet internet pour vous dire que dans le temps qui nous restera, je vous invite à tous poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse avoir un temps d'échange. Merci à tous de votre participation. Je vous lis, j'arrive pas à répondre, mais je vous lis. Merci. Alors, je vais essayer d'être synthétique sur la synthèse parce que ça nous permettra ensuite d'avoir un temps d'échange avec les présents. Je remercie les intervenants précédents, c'était vraiment très riche. Tous les trois, il y avait des angles différents, ce qui ne rend pas facile non plus le travail de celui qui doit faire la synthèse. Mais en quelques mots, d'abord, il y a une chose qui est frappante quand on lit les enquêtes à propos et des collaborants et des collaborateurs, des avocats de manière générale, c'est que il y a certaines problématiques qui se dégagent, qui sont communes à la profession d'avocat, quel que soit son statut dans la profession d'avocat. En quelques mots, la place de l'activité professionnelle, par exemple, dans la vie de l'avocat, séparer la vie professionnelle de la vie privée, la question de l'identité professionnelle dans une profession qui est en pleine mutation. Qu'est-ce que ça sera être avocat dans quelques années? Qu'est-ce que c'est en train de devenir par rapport à ce que c'était être avocat? Notamment, pour citer, je crois que c'est le quotidien de tous les confrères, tout le temps qu'on passe à faire de l'administratif. Je ne parle pas du temps passé sur le RPVA, je ne parle pas de toutes les problématiques techniques qui nous sont posées au jour le jour. Quand on compare la réalité de notre activité aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a 20 ans, on se rend bien compte qu'on fait des choses très différentes. Et souvent, on fait des choses très différentes de celles qu'on imaginait faire quand on est rentré dans la profession. Et là, on est sur la problématique d'une forme de déception. Il y a une forme de déception entre ce qu'on attendait et ce qu'on vit réellement. Et on sait que la déception, c'est l'inadéquation entre ce qu'on attend et ce qu'on obtient. Alors, quel est le levier qui doit être actionné? Est-ce que c'est changer ce qu'on attend? Est-ce que c'est changer la réalité du métier? C'est une question sur laquelle je reviendrai ensuite. Il y a évidemment la problématique du stress. Alors, le stress généré par l'activité elle-même, parce que c'est une activité à stress en soi, une activité dans laquelle on se confronte à l'autre, aux clients, aux confrères, aux magistrats. Et puis, il y a le stress généré par l'organisation de son activité, l'organisation de son cabinet.
Et puis, on a également relevé les problématiques qui sont liées à l'isolement de l'activité, la solitude dans l'activité. Et on voit que là, il y a presque une forme de paradoxe entre ce qu'on vivait il y a 20 ans où on avait très peu de moyens de communication, on n'avait pas l'accès à Internet, aux réseaux sociaux et à ces échanges-là. Et ces échanges-là étaient remplacés par des échanges plus directs. Si je prends moi mon activité professionnelle, et ben, quand j'ai commencé, j'étais collaborateur, on allait à la cafétéria, on discutait avec les anciens qu'on croisait, on faisait la mise en état à la main, on croisait les greffiers, les magistrats, on avait toute une série d'échanges à ces moments-là. Et les questions que parfois on se posait, on trouvait les réponses dans ces échanges, ou parfois on parlait simplement pour, entre guillemets, raconter sa journée, c'est-à-dire qu'on livrait un peu ses difficultés, et puis quand on revenait au cabinet, les difficultés existaient toujours, mais le simple fait d'en avoir parlé, ça faisait du bien et ça faisait baisser aussi le stress. Et il y a aussi des problématiques qui sont spécifiques à la collaboration elle-même. Alors, celles que moi j'ai pu relever, autour desquelles on tourne depuis ce matin, je crois, il y a la première problématique, ça serait concilier l'aspect libéral de la profession pour les deux, et pour le collaborant et pour le collaborateur, et l'organisation du cabinet du collaborant. Et puis de l'autre côté, concilier l'aspect libéral et l'organisation du cabinet du collaborateur. J'ai relevé sur les questions financières. Mais pour le collaborant, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, assurer la rentabilité de son cabinet. Parce que le collaborant, il a ses collaborateurs, évidemment, il est attaché à tout ce qu'on a pu se dire, mais il veut aussi que son cabinet à lui soit rentable financièrement et qu'il puisse dégager une rémunération qui lui permette de vivre conformément à ses propres aspirations. Et puis pour le collaborateur, il y a aussi cette question de la rentabilité de son cabinet à lui. Parce que comme ça a été souligné par les différents intervenants, le collaborateur libéral, il a aussi son entreprise à lui à gérer. Et donc, il faut concilier tout ça. Il faut à la fois que dans la relation de collaboration, le cabinet du collaborant puisse être rentable et que le cabinet du collaborateur puisse être rentable, puisqu'on parle de collaboration libérale. Et ce qui me semble être une conséquence de ça, c'est la problématique de la gestion du temps. Parce qu'on voit bien dans les relations entre le collaborateur et le collaborant, par exemple, que le collaborateur, je prends un exemple très simple. On dit, on fait une réunion de planning le lundi matin, par exemple, à 9h. Et le collaborateur, il peut dire, bah oui, mais enfin, moi, je suis en libéral, je viens quand je veux. On voit parfois, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle la génération Z, pardon, ce type de réaction en disant, bah, j'ai pas d'horaire. Et en même temps, pour l'organisation du cabinet du collaborant, il faut parfois pouvoir fixer un certain cadre. Et tout ça, c'est certainement lié à l'ambiguïté même qui peut exister dans la relation de collaboration libérale. Je vais y revenir dans la synthèse de la synthèse de la synthèse. Cette question de la clientèle personnelle, comment on gère sa clientèle personnelle, notamment quand on commence dans la profession, avec parfois des interrogations sur exactement quel est le périmètre du contrat de collaboration. Et puis moi, j'ai relevé également quel avenir pour le collaborateur. Et ça sera peut-être ça le centre finalement de mon propos et de ma conclusion. Quel est l'avenir du collaborateur? Qu'est-ce que le collaborateur projette dans cette relation de collaboration? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la relation de la collaboration? Et on voit dans les enquêtes, dans l'enquête qui a été faite par Charles-Édouard, et puis ça ressort également, je trouve, des propos qui ont été tenus par l'autre monsieur Pelletier, celui qui n'est plus avec nous, cette problématique de la formation, de l'autonomie, et je dirais aussi de la compétence croissante du collaborateur dans le cadre de cette relation de collaboration. En un mot, la problématique de la transmission du savoir par le collaborant vers le collaborateur. Et j'insiste sur cette notion de transmission du savoir parce que pour le collaborant, dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment sur la question de la rentabilité de son cabinet, la tentation peut être forte de ne transmettre que du savoir dédié, j'allais dire, c'est-à-dire faire du collaborateur un outil, pardonnez-moi l'expression assez peu élégante, mais un outil qui soit le plus performant possible par rapport au format du cabinet. Et l'ambition du collaborateur, elle peut être tout à fait différente. C'est d'être le meilleur avocat possible pour aussi développer
son propre cabinet, sa propre compétence et sa propre carrière. Une fois que tout ça est posé, il y a la question des réponses qui sont apportées à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la collaboration. Alors, j'ai noté dans ce qui a été mis en avant par Charles-Édouard Pelletier, les réponses dont on peut dire que ce sont des réponses extérieures. Il y a la multiplication d'une forme de réglementation, un cadrage progressif de la collaboration. Cette remarque intéressante qui est de dire finalement la collaboration, tant qu'il y avait des collaborateurs à foison, on ne s'inquiétait pas vraiment de savoir comment se déroulait la relation elle-même. Maintenant qu'on rentre dans une question de crise, c'est vrai que du côté des collaborants, on va s'interroger sur l'existence, l'inexistence de cette réglementation parce que on est frappé, on se dit mais en fait pourquoi ils ne veulent pas faire comme nous on a fait finalement. Parmi cette réglementation, j'ai noté aussi le développement des contrôles, notamment le contrôle a posteriori. Je vais passer rapidement parce que ça a été développé. Il y a aussi le rôle des différents syndicats qui essayent de porter la parole des collaborateurs. Il y a le rôle de la commission du CNB qui est saisie de problématiques qui sont aujourd'hui parfois vraiment très complexes. Elles étaient inimaginables il y a quelques années. Moi, j'ai la chance de participer sous la direction de ces deux excellents présidents qui sont présents aujourd'hui, à la fois aux travaux de la commission prospective et aux travaux de la commission collaboration. Et on voit en fait que les choses se rejoignent dans cette idée de projection vers le futur et dans cette angoisse que ça peut générer globalement. Et puis, il y a un rôle comme régulateur. Alors peut-être ça vous étonnera dans la bouche d'un membre du SAF, mais il y a le rôle du marché. Parce que c'est vrai que en fait, le questionnement est différent selon comment s'équilibre le marché. Si vous avez des collaborants qui ont du mal à trouver des collaborateurs, en fait, il va y avoir une recherche d'assouplissement, d'adaptation, de compréhension du besoin du collaborateur. Quand le marché est équilibré dans l'autre sens, en fait, l'équilibre, il se fait plutôt dans l'autre sens, où les collaborateurs essayent de s'adapter à la demande des collaborants. Et ça sont les réponses extérieures. Sur les réponses que j'ai qualifiées des réponses internes à la profession et internes aux différents cabinets. Alors, moi, je découvre cette notion d'entreprise à mission à travers les développements qu'a fait Delphine. J'ai trouvé que c'était très intéressant sur cette question des conditions de travail, cette question du stress, et qui est une bonne réponse à ce qui a été soulevé sur l'autonomie, ce besoin d'autonomie et en même temps ce besoin de reconnaissance. Alors, ce que j'entends finalement à travers les explications qui ont été données par Monsieur Pelletier, c'est que, en fait, c'est la reconnaissance du collaborateur en tant que personne. Je crois que c'est ça qui est dit. C'est le poids de sa propre parole. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'au sein du cabinet, c'est un avocat et qu'en tant qu'avocat, puisqu'on explique quand même aux jeunes avocats et aux futurs avocats que les avocats sont égaux et qu'un avocat, ça vaut un autre avocat. Et je crois qu'il y a quand même ce mal-être-là parfois dans les collaborations quand le collaborateur arrive et puis se sent traité comme une quantité négligeable dans la marche du cabinet. Et c'est important ça, dans cette demande de reconnaissance, l'écoute du collaborateur. Et j'ai compris que dans le cadre des entreprises à mission, c'était un point qui était très central sur cet échange de la parole et sur cette reconnaissance. Ça, c'est une piste, je crois, de réflexion importante. J'ai relevé également, c'est dans la même idée, l'importance du dialogue, c'est-à-dire l'expression des besoins, des désirs, des aspirations de chacun et l'importance de la formation, puisque, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que les deux peuvent se rencontrer. Il n'est pas illégitime pour le cabinet de vouloir avoir un collaborateur qui soit le plus pointu dans le domaine qu'on lui a assigné, et il est aussi tout à fait légitime pour le collaborateur de vouloir être le meilleur avocat possible. Donc, sur ces questions, avec notamment le développement des formations de manière générale, on voit l'importance aussi de laisser au collaborateur la possibilité de forger son propre parcours à travers les formations qu'il va pouvoir suivre. Et il faut une forme de générosité, j'allais dire, de la part du collaborant pour transmettre son propre savoir. J'en termine en voulant vous dire en quelques mots ce que je pense du devenir de cette institution. Alors, la première chose, c'est que la collaboration libérale en tant que telle,
elle hésite souvent entre deux choses. D'une part, la sous-traitance et d'autre part, le contrat de travail. Mais en fait, c'est une voie médiane entre les deux. Moi, je ne crois pas que ça soit une institution qui soit dépassée et je ne pense pas que elle soit remplacée ou par le contrat de travail ou par la sous-traitance. Alors, je disais que ce n'est pas de la sous-traitance parce qu'il y a cette notion de formation, il y a cette notion en quelque sorte de compagnonnage, de transmission du savoir, et il ne doit pas y avoir d'isolement du collaborateur. Dans le cadre de son travail, il doit pouvoir échanger avec le collaborant. C'est pas un contrat de travail parce qu'en fait, et c'est ça qui est quand même particulier dans notre profession, qui est une profession concurrentielle, c'est que le collaborant, il doit aussi accepter de former quelqu'un qui potentiellement va devenir son concurrent. C'est-à-dire qu'il va peut-être s'installer pour créer un cabinet et peut-être lui prendre, entre guillemets, indirectement des clients plus tard. Mais c'est la règle du jeu qui doit être suivie et qui doit être suivie honnêtement. Et ce sera le dernier mot de ce que je voulais vous dire. C'est l'honnêteté, en fait, qui doit être au centre de cette relation-là. Je crois qu'une grande une grande source de la déception du collaborateur, quand il arrive sur le marché des avocats, c'est qu'il a l'impression qu'on lui a vendu quelque chose et que c'est autre chose qui se passe. Et surtout quand il entre dans un cabinet, je pense que c'est important de savoir si, sincèrement, dans l'esprit du collaborant, vous me pardonnerez cette métaphore un petit peu romantique, il s'agit d'un amour de vacances ou si on a la volonté de fonder un foyer. C'est-à-dire que une collaboration, ça peut être éphémère et ça peut s'entendre comme étant très transitoire, une manière d'entrer dans la profession et ça va durer 1 an ou 2 ans. Le collaborant va former son collaborateur à un certain type de mission, le collaborateur va en profiter au maximum et puis ensuite il partira. Ça peut être aussi une relation qui s'inscrit dans un temps beaucoup plus long avec l'idée que le collaborateur peut-être va être associé. Mais je crois que ce qui ne marche pas du tout, ce qui ne marche en tout cas plus du tout aujourd'hui compte tenu de la situation aussi globale du marché des avocats, c'est cette espèce de marché de dupes qui voudrait que dans les premières années, parce que je crois que nous on l'a un peu fait, ceux qui ont, moi j'ai 22 ans de bar depuis quelques jours, on s'est sacrifié au départ parce qu'on savait aussi qu'il y avait derrière l'espoir de faire une belle carrière, parfois d'être associé, de faire grossir son propre cabinet. Et on a accepté ce sacrifice, notamment dans les 2 premières années de stage où c'était un peu dur et on se mettait dans le métier. Cette génération, ils veulent plus ça, parce qu'ils ont aussi compris que parfois c'est un marché de dupes, on leur fait miroiter quelque chose qui en fait n'arrivera jamais, et puis ils sont déçus et ils quittent la profession. Et je pense que dès lors qu'on est honnête dans le fonctionnement, c'est-à-dire que on assure à son collaborateur les conditions de son propre développement, du développement de sa clientèle, de son cabinet, et qui sait où il va. S'il sait que c'est éphémère, il va en tirer ce qu'il doit en tirer, et puis après il va s'installer. S'il sait qu'il a vocation à rester dans le cabinet, à progresser dans le cabinet, à être associé dans le cabinet, il doit aussi être intégré vraiment, mais sincèrement dans le fonctionnement du cabinet, avec tout le respect qui lui est dû. Et dès lors que la relation est fondée sur l'honnêteté, je pense qu'elle peut être une relation de respect réciproque. J'en termine par une citation de Georges Pompidou, ma chère présidente Sophie, mon cher président Charles Pelletier, dans ma bouche, c'est assez particulier. Pompidou, parlant de la Ve République, disait « Notre système est bâtard, mais précisément parce qu'il est bâtard, il peut être plus souple qu'un système logique. Les corneaux sont souvent plus intelligents que les chiens de pure race. » Et c'est ce que je dirais de la collaboration, si on la compare ou à la sous-traitance, au contrat de travail. Sa souplesse, c'est ce qui lui donne toute son intelligence. Merci beaucoup Grégoire. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Il y avait des questions dans le chat. Il me semble qu'on y a répondu au fur et à mesure de nos développements et de nos discussions. Je vous remercie à tous de votre participation, de votre écoute et de votre patience pour les petits couacs techniques qu'il y a eu au départ et qui me sont très largement imputables à moi et non pas au CNB, je tiens à le dire, puisque tous ceux qui sont la technique derrière sont absolument fantastiques. Je voudrais en un mot reprendre ici ce qui a été dit, en 3 mots plus exactement. Je dirais liberté, respect, transparence. C'est ce qui a été évoqué par Monsieur Pelletier au départ comme des attentes fortes des nouvelles générations et de nos générations aussi. Nous avons progressé dans un monde commun et même si nous ne portons pas à même degré, collaborants et collaborateurs attendent, je crois, une réciprocité de ces mots-là. Et je trouve
à vous écouter tous pendant 2 heures, que notre forme de travail que tu as qualifié, Greg, la collaboration, c'est un système qui porte en elle, qui porte en lui ces 2 notions-là, c'est liberté, autonomie, c'est ce que permet précisément la collaboration, à nous de le faire vivre pleinement et entièrement, et à nous, collaborants et collaborateurs, avec des solutions pratiques que tu as évoquées très précisément, Delphine, et je t'en remercie, avec les problématiques de notre profession que tu as ciblées, Charles-Édouard, et sur lesquelles nous travaillons, et Grégoire nous a montré à quel point le travail engagé par la prospective et la commission collaboration est étroit et porteur de sens, là aussi, ce qui est réclamé par les jeunes générations. Alors, je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres questions restées en suspens. Une dernière, puisque c'était une question dans le chat et on me dit que finalement la réponse n'a pas été apportée. C'était une question indiquant est-ce que la solution pour certains collaborants ne serait pas de salarier le collaborateur plutôt que de maintenir un salariat déguisé. Alors, on a dit, de par les développements de Grégoire notamment, qu'il fallait être très clair sur le contrat de départ. C'est aussi ce que nous a rappelé Delphine sur la nécessité de développer les 2 cabinets qui coexistent. Tout est dans le texte, en fait. Collaboration. Charles-Édouard, si tu veux apporter un complément. Moi j'en avais déjà parlé, si tu veux, dans mes développements. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose par rapport aux cabinets très intégrés vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et Delphine, toi, par exemple, tu avais réfléchi au salariat quand tu as créé ton cabinet ou... Alors, oui. Alors, sur ça, j'ai eu une réflexion personnelle qui est en train d'évoluer en réalité, parce que j'échange beaucoup avec tout un tas de cabinets de dimensions complètement différentes sur ces questions-là. Et pour moi, il y a quelques années encore, c'était le schéma idéal que le contrat de travail pour les collaborateurs. Et pourquoi? Parce que je me disais, à la fois, on assure la fidélité, si je puis dire. Il y a comme donner pour un rendu, enfin donner pour un rendu au sens positif du terme, c'est-à-dire c'est clair, c'est précis. Mais je suis en train d'évoluer différemment sur cette question-là parce que en échangeant avec tout le monde, enfin avec des très gros cabinets et des cabinets moins gros, qui ont fait le choix du salariat, donc il n'y en a pas beaucoup dans la profession, mais il y en a quand même un certain nombre, m'indique en réalité la question du turnover, la question de l'implication, la question aussi de l'implication, le bien-être, la reconnaissance, enfin tout ce dont on a parlé aujourd'hui, se poser de la même manière pour les avocats salariés. C'était leur expérience et ils m'indiquaient que eux, ils n'étaient pas sûrs que ceci ne pouvait tenir qu'au modèle. Et donc moi, ma réflexion aujourd'hui, c'est je me dis, quel que soit le support contractuel, collaboration, salariat, si on met pas du sens de manière précise et si on ne travaille pas sur la relation du collaborateur au sens global du terme, sans parler de collaboration libérale ou salariée, ça ne peut pas marcher. Et c'est un peu ce que nous disait tout à l'heure Monsieur Pelletier. Il parlait de flow keating. C'est ce phénomène qui est que la personne continue et salariée, donc bon, bah, elle a un CDI, elle est contente, mais en fait, elle ne s'investit pas dans son job. Elle quitte de manière lente, mais sans vraiment la quitter ses fonctions. Et donc, c'est un peu à l'aune des échanges que j'ai pu avoir avec ces cabinets-là qui ont fait le choix pour certains politiques ou stratégiques du salariat, ils font le même constat, c'est-à-dire qu'il y en a un en particulier qui se pose la question de la mission, de l'entreprise à mission, c'est pour ça qu'on a échangé ensemble, parce que il a du mal, bien qu'il n'emploie que des avocats salariés, que ça, eh bien, ils ont du mal à impliquer les collaborateurs
qui ont tous un statut salarié, à faire revenir des collaborateurs, des nouveaux dans leur structure et à développer la croissance globale du cabinet. Et pour eux, il est évident que, en tout cas, que dans leur réflexion globale, y compris stratégique, ils ne peuvent pas faire l'économie de comment j'entretiens ma relation de travail. Or, ils n'ont que des avocats salariés. Donc, voilà. Je pense que peu importe le support, si on n'y met pas plus que la simple relation contractuelle, quelle qu'elle soit, eh ben je pense que c'est compliqué que ça fonctionne, quoi. Merci beaucoup Delphine. Donc il nous faut clôturer ce webinaire. Je vous remercie vraiment encore tous et véritablement le mot de la fin, c'est vive la collaboration. Osons, ayons de l'audace, faisons-la vivre et réussissons. Merci à tous.